Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Voilà, nous sommes là pour parler de l'actualité. Laisse-moi me répéter. Alors, pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir Maître Désiré Simbi, qui est expert pénitentiaire. Voilà, un peu ça. Il est président du groupe d'experts pénitentiaires. Voilà, je complète votre présentation. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame. En forme? Oui, je suis là. Voilà, aujourd'hui, nous le savons que les prisons de la République démocratique du Congo sont surpeuplées. Et les problèmes, vous, à votre niveau, vous essayez de prendre ça à bras le corps pour qu'il y ait des solutions. Parlez-nous un peu de ça. Ça se passe comment maintenant? Merci beaucoup, madame, pour cette question qui est d'actualité aussi, parce que tout le monde en parle, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, toutes les prisons sont pleines. Et sérieusement, on parle des prisons de la période coloniale qui sont aujourd'hui remplies. Makala, qui devait avoir 1500, qui aujourd'hui a 15 000. C'est vraiment 1000% d'occupation de l'espace réservé pour les détenus. Et ailleurs, à Goma, pour l'espace de 350, ils sont déjà à 4000. C'est déjà plus de 1000%. Nous allons à Bunia, même chose, Bukavu, Luozi. Peut-être que l'Ouzoum seulement sort avec les 100% donc de l'espace réservé. C'est vraiment une question qui dérange parce qu'il y a des effets néfastes de la surpopulation. Il y a des prisons où il faut dormir pendant 1 heure de temps et vous laissez la place aux autres pour dormir, vous restez debout parce qu'il n'y a plus d'espace même pour s'asseoir. Ça, ce sont des situations qui amènent à des maladies, à certaines maladies de la peau, parce que la surpopulation amène beaucoup de chaleur, mais aussi il y a le problème de la pneumonie. Si vous voyez beaucoup de décès actuellement, c'est la pneumonie, la tuberculose, etc. Et tout ça, ce sont des maladies qui sont liées à cet accroissement du nombre des effectifs, tout ça. C'est donc un problème réel qui amène justement l'intervention du pouvoir public. C'est vrai que la ministre d'État, ministre de la Justice, a déjà fourni beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une tentative de construction d'une autre prison à Menkao pour essayer de décharger un peu Makala. Mais on doit aller au-delà pour prendre des mesures de transfèrement vers d'autres lieux qui n'ont pas assez de détenus, d'améliorer l'infrastructure à Boulou, à Osio, pour que l'on puisse avoir des espaces où on peut transférer d'autres détenus, afin de réduire au moins à 100%, sinon à un taux acceptable de surpopulation. Maître, qu'est-ce qui fait que l'amélioration des conditions jusqu'à maintenant pose problème? Et bien sûr, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. C'est qu'il y a d'abord la maîtrise du mouvement des détenus. C'est un problème qui se pose. Il y a un système d'administration pénitentiaire qui est là depuis 1965 et que ce système ne permet pas que l'on puisse avoir du personnel capable de mettre sur pied une stratégie globale de placement des détenus. Ce qui veut dire que avec plus de 105 prisons en RDC, on pourrait repartir d'une manière équitable les détenus qui aujourd'hui en RDC, globalement, nous sommes en dessous de 60 000 détenus. C'est qu'on n'aurait pas vraiment d'explication de la surpopulation. Mais le deuxième facteur aussi, c'est le nombre élevé de prévenus. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà aujourd'hui à un taux de 75%, 75-78% de prévenus par rapport aux condamnés. Et le mouvement des détenus, spécialement des prévenus, pose beaucoup de conditions pour qu'on arrive à les bouger d'un lieu à un autre tant qu'il n'y a pas une décision définitive. Donc, c'est assez des problèmes qui doivent être résolus par une réforme totale du système qui existe. Mais sous d'autres cieux, les détenus sont pris à charge par le gouvernement. C'est l'État qui a la charge. Tel n'est pas le cas ici chez nous. C'est l'État qui arrête. Et tous nos textes juridiques
confie la responsabilité à l'État qui a arrêté, qui doit créer des conditions de vie en détention, des conditions meilleures, des logements, des restaurations, des soins médicaux. Mais nous savons que l'État congolais est limité à un certain moment. Mais aussi, on n'est pas sûr que ce qui est réservé au budget pour les détenus, si vraiment ça arrive tout droit à leur destinataire. Donc c'est un autre problème. Et comme je vous ai dit, c'est dilué dans ce système où il n'y a pas vraiment un ordre hiérarchique des commandements pour que l'on puisse canaliser même les petits moyens qui sont trouvés. À côté aussi, il y a des partenaires. L'administration des prisons aussi fonctionne bien, sans problème. Je pense que l'administration, c'est comme je disais, le système, il faut le réformer. Au niveau national, c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avons le secrétaire général, la direction des services pénitentiaires. Mais lorsqu'on arrive en province, il n'y a pas l'équivalence. C'est comme je disais, la chaîne de commandement. En province, c'est le chef de division. Or, lorsque le chef de division agit, il doit donner rapport à sa hiérarchie. En situation normale, le chef de division devait donner les rapports au directeur, chef de service, parce que c'est la direction technique qui est au niveau du ministère. Mais malheureusement, le chef hiérarchique de la division, c'est le secrétaire général. Ce qui fait que le pouvoir du directeur des services pénitentiaires au niveau ministériel est dilué dans le pouvoir, par les pouvoirs du secrétaire général et du cabinet ministériel. Alors là, le contrôle n'est pas facile à être effectué et les inspections ne sont pas régulières pour que l'on puisse contrôler la chaîne de commandement, à quel niveau on peut établir les responsabilités. Donc c'est difficile, c'est pourquoi je dis qu'il faut la réforme, il faut que ce système cesse, parce que depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, les systèmes pénitentiaires ne fonctionnent pas bien. Il faut que l'on change. Il faut que l'on change pour améliorer non seulement les conditions de détention, mais surtout les conditions aussi du personnel pénitentiaire qui est chargé d'appliquer tous ces textes. Voilà, il y a de ces détenus qui se retrouvent en prison par hasard ou par faute de qui les défendre. Là aussi, ça pose problème. Oui, c'est le problème d'accès à la justice qui se pose. Aujourd'hui, justement, on crie que voilà, le parquet détient à tout moment les documents de détention où les titres de détention ne sont pas régularisés. Mais avec la nouvelle loi numéro 23/028 du 15 juin 2023 vient d'innover. C'est que on permet maintenant au directeur de la prison de procéder à la libération dès lors que les titres de détention ont expiré. Il n'est donc pas acceptable qu'aujourd'hui on puisse trouver un titre de détention tel que le mandat d'arrêt provisoire qui a une valeur de 5 jours. Il ne faut pas que l'on trouve un détenu avec MAP sous MAP depuis plusieurs mois. C'est qu'il y a maintenant une responsabilité aussi du directeur. Et la même loi, à l'article 27, prévoit déjà des sanctions contre les directeurs qui maintiennent en détention les détenus sans titre valable. Donc, il y a donc des moyens, il y a des avancées. Mais est-ce que le directeur applique ça? Qui interdit au directeur d'appliquer cela? C'est aux autorités donc aussi de prendre des mesures contre toute personne à tous les niveaux, toute autorité judiciaire ou pénitentiaire qui maintient en détention une personne sans titre valable. Il faut que l'on puisse donc les sanctionner afin qu'on arrive au moins à réduire tant soit peu le nombre de détentions irrégulières. Les sanctions varient selon le peine. Oui, ce n'est pas, ici je parle de sanctions, soit des magistrats, soit du personnel pénitentiaire qui maintient les détenus en détention. Et là, c'est, comme je disais, c'est une irresponsabilité qui peut établir une responsabilité pénale dès lors qu'on a détenu sans titre. On peut être poursuivi pour détention illégale. Valable, exactement. Un directeur de prison maintenant peut être poursuivi pour détention illégale parce qu'il a maintenu le détenu au-delà du délai de détention prévu par le titre. Ça se passe là, ici au Congo? Exactement, la loi est déjà là. Et c'est pourquoi j'ai dit maintenant aux avocats des détenus d'actionner. Dès lors que le client
est en détention au-delà du titre qui le prévoit, il ne faut pas encore crier que c'est le ministère public. La loi maintenant, je vous dis, l'article 27 de la loi 23/028 du 15 juin 2023 permet maintenant au directeur de l'île. S'il ne libère pas, c'est la détention illégale. Et la loi elle-même a prévu qu'on peut établir la responsabilité pénale, la responsabilité civile en termes de dommages causés ou la responsabilité administrative. Et cette loi a été promulguée quand comme ça? Oui, la loi en question a été promulguée donc en juin, comme je venais de le dire, en juin 2023 et promulguée en juillet, plutôt publiée au journal officiel en juillet de la même année. C'est que c'est déjà en application. Et c'est son application qui souffre. Exactement. Si on n'applique pas une loi, vous savez que si on n'applique pas une loi ou on s'insurge contre une loi, c'est aussi une infraction. Donc il faut que ceux qui sont là pour activer la main du parquet puissent déjà agir. Et là, j'ai dit, les avocats doivent agir pour que cette loi soit effective. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de vider les prisons respectives de la République démocratique du Congo? Il n'est pas possible. En fait, c'est un processus. C'est un processus, on peut y aller étape par étape en disant, voilà, on prend la première étape de voir les irrégularités, on peut arriver, il y a des mesures de grâce. Les soumettre à des travaux forcés, par exemple, parce que là, le prison n'arrive pas à contenir les détenus. Voilà, comme je dis, il faut la réforme. D'abord, la loi de 2023 que je venais de citer a prévu des mesures d'aménagement de peine. C'est-à-dire qu'il est possible, par exemple, de laisser un détenu qui est connu et qui a un bon travail et qui n'a pas commis des faits trop publics, par exemple, de le laisser aller travailler, et de ne pas dépasser un rayon quelconque. Si nous avons des compétences au niveau des prisons, il y a des personnes qui peuvent aller au travail et retourner. Donc, il n'est pas question, mais comme je vous ai dit, ce sont des questions d'aller cas par cas. Il faut aller cas par cas, sinon il y a des gens qui peuvent être laissés et disparaître dans la nature. Les prisons aujourd'hui sont envahies par des innocents, clament d'aucuns. Là aussi, ça pose problème. Oui, bon, les gens disent innocents. Mais le problème, c'est que le parquet a établi des faits. C'est vrai qu'il y a certains qui sont là à tort ou à raison. C'est un problème du contrôle. Il y a insuffisance du contrôle juridictionnel, mais aussi au niveau aussi des inspections des services pénitentiaires. Il faut des inspections régulières pour dénicher justement des cas que l'on appelle cas bénins ou des cas qu'on appelle des cas d'innocence. On ne peut pas se trouver seulement innocent, mais peut-être qu'il y a eu une erreur d'un magistrat, ou bien il y a eu une précipitation du magistrat, ou bien peut-être le magistrat a été soudoyé pour placer quelqu'un en détention. Tout ça, c'est à travers les inspections régulières que l'on peut retrouver des cas pareils. Donc, sachez que l'œuvre humaine, c'est comme ça, mais il faut toujours derrière quelqu'un qui contrôle, parce que ce sont les libertés publiques qui sont enfreintes à ce niveau. Voilà, aujourd'hui, on qualifie la CPRK, la prison centrale de Makala, d'être considérée comme un pays dans un pays. Et les gens vivent autrement là-bas. C'est pratiquement un autre monde, ainsi de suite. Mais tout ça, là, il y a des personnes qui se sentent à l'aise, ils sont habitués à y rester sans problème. Là, ce n'est plus rééduqué comme souhaité. Voilà. Et oui, très bien. Et ça, c'est une question importante qui se pose. On voit Makala, mais il faut aller plus loin. C'est presque toutes les prisons. Ce sont des questions de discrimination. Lorsque je parle toujours des droits de l'homme en milieu pénitentiaire, je parle aussi des droits à l'égalité de traitement. Il ne faut pas que l'on puisse trouver dans une cellule très peu de personnes qui vivent avec téléviseur, qui vivent même avec TV, avec Canal+, avec Internet, ils ont une bonne cuisine, etc. Et de l'autre côté, on trouve des cellules où les gens sont vraiment confondus en sardines. En sardines, tout ça, ils n'ont même pas le moyen de dormir. Donc ça, ce sont des principes, des inégalités qui existent. Et là, il faut frapper fort sur les responsables justement des prisons. Parce que c'est les directeurs de prison qui ont la responsabilité de répartition des détenus dans les cellules. Et ils doivent donc veiller à cette question d'égalité.
Mais il y a aussi d'autres facteurs. C'est que l'insuffisance du personnel pénitentiaire. L'insuffisance du personnel pénitentiaire. Comme Makala, par exemple. Si on prend les standards de 2 surveillants par détenu, qu'on a 15 000, donc on devait avoir 30 000 surveillants. Donc, moi je me dis, si Makala pouvait avoir au moins même 500 surveillants, ça permettrait les suivis. Parce que suivre 15 000, il faut avoir aussi du personnel suffisant pour suivre leur cas, afin que l'on puisse ne pas laisser les détenus aux mains des autres co-détenus. Parce que l'insuffisance fait que à l'intérieur de la détention, c'est le détenu même qui se gouverne. Et là, il y a les plus forts qui dominent sur les plus faibles. Et là, il faut donc des mesures d'augmentation du personnel. Et lorsque les détenus se gouvernent, ça devient grave, très grave. Et évidemment, bien sûr, parce que, comme je parlais d'abord de violation des droits de l'homme, ça peut arriver directement à créer l'insécurité à l'intérieur. Voilà. Et là, les faibles peuvent même ne pas accéder même à l'alimentation parce que le plus fort domine. Et vous savez parce que dans les provinces, on parle déjà des prisonniers qui se sont évadés. Oui, et les évasions, c'est un facteur sécuritaire qui se pose évidemment par un manque de mesures d'encadrement sécuritaire. Et lorsque nous disons donc que lorsque les détenus se gèrent, ils peuvent créer des situations de mutinerie à l'intérieur. Ceux-là qui se sentent aussi mal gouvernés, ils peuvent aussi se révolter et ça crée de telles situations. Mais il peut aussi se faire que les faibles décèdent de suite, par exemple, des maltraitances à l'intérieur, des actes de traitement inhumain qui se font à l'intérieur et que, donc, vous voyez des décès chaque jour. Ce n'est pas seulement lié à des maladies, ce n'est pas seulement lié au manque de nourriture, mais ça peut aussi provenir des mauvais traitements par les co-détenus. Ça peut provenir aussi de la mauvaise répartition des détenus dans des cellules et d'autres meurent par des maladies parce qu'ils n'ont pas accès à ce droit. Nos prisons ne sont pas viables aujourd'hui et ça cause aussi des décès comme vous venez là de signifier. Mais il y a moyen de remédier rapidement à ces différentes situations. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, la première chose, c'est l'infrastructure. Il faut que l'on puisse essayer d'évaluer quelles sont les prisons qui n'ont pas assez de détenus pour recevoir les détenus là où il y a des surpopulations exagérées. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est aussi avoir du personnel suffisant. Personnel suffisant, mais aussi personnel formé. Il ne faut pas ramasser sur la route ou bien en famille, vous prenez votre frère, votre cousine pour aller être surveillant. Est-ce que cette personne connaît comment gérer les détenus? Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, recruter le personnel. Il ne faut pas ramasser le personnel. Recruter le personnel et former ce personnel. Troisièmement, c'est d'améliorer les conditions du personnel. Parce que le personnel qui n'est pas payé peut se faire payer aussi par des raquettes, des visiteurs et des détenus qui arrivent. Mais aussi, ce personnel est vulnérable. Il suffit seulement de lui donner un peu d'argent et il facilite lui-même des évasions. Donc, il faut que l'on puisse penser au traitement de ces personnels. Donc, voilà, autant, ce sont des mesures qu'il faut. Mais ce que j'ai dit, d'une manière durable, il faut la réforme. La réforme veut dire quoi? Ce système est maintenant affaibli. Ce système a vieilli. Il faut que l'on puisse recruter du sang neuf. Il faut que l'on puisse recruter. Il y a beaucoup d'universitaires qui peuvent faire ce travail d'une manière impeccable. Recruter ce personnel, former ce personnel pour gérer l'avenir carcéral de notre pays. Cette réforme pourra être salvatrice, d'autant plus qu'il y a déjà la loi et que bientôt les textes de mise en œuvre ils sont déjà, je pense, sur la table de la ministre d'État, et notamment des décrets de mise en œuvre de cette loi, en créant une direction générale d'administration pénitentiaire. Ça serait salutaire. Parce que là, l'administration sera gérée d'une manière standard, selon les normes internationales. Nous avons du sang neuf pour que l'on puisse bien orienter les objectifs du président de la République.
il a lancé, il a donné instruction même à la ministre d'accélérer ce processus, de lutter contre la surpopulation. Qu'est-ce que le ministère de la Justice a fait ou continue à faire jusqu'à maintenant, surtout en ce qui concerne les conditions des détenus? Oui, dans les affaires courantes, parce que c'est ça la période. Je sais que la Mineta a fourni beaucoup d'efforts pour l'augmentation de l'alimentation dans des prisons, etc. Mais au niveau de la réforme aussi, elle a poussé loin pour l'élaboration des textes de mise en œuvre de la loi. Et peut-être dans les prochains jours, elle pourra pousser pour l'installation de la nouvelle administration pénitentiaire qui pourra gérer l'avenir carcéral du pays. Et là, je crois que comme la présidence déjà donne le ton, je crois que ça va s'améliorer. Parce que c'est depuis pratiquement 2007 que nous avions essayé de lutter avec tous les amis qui nous suivent actuellement pour qu'il y ait la réforme. Mais tous les ministères n'ont pas réussi jusqu'à présent. Donc elle est forte, parce qu'au moins c'est sous son régime que nous avons déjà la loi, que bientôt les décrets seront signés et nous espérons que la nouvelle administration pourra porter cette charge et amener des améliorations. Nous pouvons conclure aujourd'hui que Makala, par exemple, est considéré comme un centre de rééducation. La mission... Ou pas transformé en autre chose. La mission un lieu de repos, la mission de toute prison, c'est la garde des détenus dans des mesures de sécurité et préparer les détenus à la réinsertion sociale, c'est-à-dire au changement. C'est ça la rééducation. Mais dès lors que vous êtes dans des conditions que je viens de décrire, comment on va organiser des activités de réinsertion, de rééducation? Il n'y a pas d'espace, mais aussi sur le plan psychologique, ces détenus qui souffrent de cela, est-ce qu'il est capable de recevoir des enseignements ou des formations socio-professionnelles pouvant le rééduquer? Maître, c'est un peu de nous expliquer, de nous parler des détenus qui bénéficient de la grâce présidentielle et ils ont la liberté. Ça se passe comment? Ah, voilà. Ils échappent à la loi, à la rigueur de la loi. La grâce présidentielle, voilà, ça c'est le domaine réservé au président de la République. Seul le président de la République peut donner grâce. Grâce d'abord, au niveau procédural pour ceux qui sont condamnés à la peine capitale, c'est lui qui a le pouvoir de donner grâce présidentielle, soit en réduisant la peine, ou empêcher du moins l'exécution, c'est-à-dire la peine capitale peut être commuée en peine à temps, soit à 20 ans ou bien à perpétuité. Ça c'est le premier cas. Mais l'autre cas, c'est lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des grandes fêtes, il peut, par la joie de cette fête, donner grâce, c'est-à-dire avoir de cœur, de pardonner quelqu'un. C'est ça même grâce, c'est pardonner quelqu'un. Il peut dire non, tel nombre de gens, les gens qui rentrent dans ces critères peuvent quitter, notamment le 30 juin ou la fin de l'année. C'est souvent des dates comme ça. Mais il faut aussi se demander, est-ce que ces gens-là sont libérés tous? Est-ce qu'au niveau des prisons, on ne monnaie pas cette sortie, cette libération? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont libérés sur base de ces ordonnances de grâce? Donc, c'est autant de choses, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mécanisme de suivi, d'exécution. La grâce présidentielle concerne beaucoup plus les politiciens. Et ce n'est pas seulement les politiciens. C'est vrai que dans des contextes de guerre où nous sommes, dans des contextes des élections, par exemple, comme nous venions de passer la période, le président peut donner grâce à une catégorie quelconque de politiques. Mais ce n'est pas seulement aux politiciens. Et comme je vous ai dit, c'est selon une période, la grâce peut concerner une catégorie. Un paisible citoyen qui a volé, par exemple, une chèvre, ainsi de suite, ce qui peut bénéficier aussi de la grâce. Bon, il y a d'autres mesures plus simples que la grâce. Comme je vous ai dit, la grâce se trouve au niveau des contextes bien déterminés. Comme j'ai dit, soit c'est la peine capitale, soit c'est une période de fête, soit c'est une cérémonie officiellement politique où le président offre ses pardons. Et c'est là. Mais ce n'est pas pour le petit voleur et autres. Ça, c'est au niveau même de la procédure. Même les magistrats lui-même, s'il y a un contrôle réel et régulier
des lieux de détention, on peut libérer ces petits cas. Ce sont des cas que j'ai appelés des cas bénins. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a volé un petit téléphone de 20 $, il se retrouve en détention, il demande la liberté provisoire, le magistrat lui exige 500 $. Vous voyez que c'est vraiment non proportionnel. Et que donc, s'il y a un contrôle régulier, s'il y a l'inspection de la juridiction hiérarchique, le parquet général qui contrôle chaque fois la régularité, je crois que là, on peut réduire tant soit peu des cas irréguliers, des petits cas, comme on dit, des cas bénins. Parce que retenez que la loi n'a jamais déterminé quel est le cas bénin, mais l'appréciation du juge, parce que les juges ou même le magistrat du parquet, ils jurent aussi l'humanité. Ils jurent aussi pour l'humanité. Et leur dossier, ils traitent en priorité les dossiers avec personne en détention. C'est une priorité. Vous, personnellement, Maître Désiré, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Parce que des réactions fusent tout autour de ça. Oui, oui, je pense que là, il n'y a pas d'hypocrisie. Je suis abolitionniste. Et je crois que nous avons travaillé plusieurs années pour l'abolition de la peine de mort. Et notre pays, consciemment, parce que ce sont des grands professeurs, hein, le ministère de la Justice et autres, qui ont adhéré à un processus d'abolition de la peine de mort. Et la période qui précède souvent l'abolition, c'est d'adhérer au moratoire, c'est d'accepter que voilà, nous allons suspendre un peu l'exécution pour arriver à ce qu'on régularise avec la loi qui prévoit la peine de mort. Et nous étions dans ce processus. C'est vrai que dernièrement, on a vu la circulaire sur disons, le rejet du moratoire ou bien l'abandon du moratoire, que désormais donc la peine sera exécutée. Ça, c'est l'orientation politique, selon le contexte. Mais moi, personnellement, en tant que maître Désiré, je suis abolitionniste. Et je dis que même la RDC est abolitionniste lorsqu'on lit certaines lois. Lorsque vous lisez la loi de 2006 sur les violences sexuelles, vous allez vérifier très bien que la tendance est abolitionniste et que par rapport au code pénal ancien de 1940, la loi de 2006 a évolué en disant que la personne, l'auteur de viol qui arrive à la mort de la victime ne sera puni qu'à perpétuité. Ce qui veut dire que la loi déjà est abolitionniste. En 2009, la loi sur la protection de l'enfant a rebondi sur la même question et nous avons eu des textes qui ont continué à réduire, disons à reculer devant la peine de mort. Donc, si aujourd'hui on a remis en cause les moratoires, peut-être que demain on va y revenir. Ce n'est pas la première fois qu'on a qu'on a accepté les moratoires et après on a abandonné. Je crois que peut-être si la situation qui a amené à rejeter les moratoires aujourd'hui s'améliore, peut-être que demain ou après-demain, la RDC va rentrer sur la piste des abolitionnistes. Pourquoi pas que la peine de mort soit exécutée, par exemple, sur les enfants Koulouna? Parce que nous en avons marre par rapport à la résurgence de ces phénomènes. Ils tuent à l'aide des armes blanches, des machettes et consorts. Oui, des morceaux de bouteilles, ainsi de suite. C'est que le premier problème, c'est que notre pays doit rentrer sur des principes juridiques reconnus au niveau international et par les institutions auxquelles nous avons adhéré. D'abord, le premier principe, c'est que la loi doit être générale. On ne doit pas prendre des mesures parce qu'il y a des Koulouna, parce qu'il y a la guerre à l'Est. On doit prendre des mesures sur une situation générale, impersonnelle, tout ça, pas viser les gens. La deuxième chose, vous avez tous des échos que là où on continue à appliquer la peine de mort, il n'y a jamais eu réduction de criminalité. Ce qui veut dire que l'exécution ne signifie pas que l'on va justement y arriver. Moi, j'encouragerais justement le pays à améliorer les conditions de détention pour que, en détenant quelqu'un ou en arrêtant des gens, comme vous avez cité ceux qui ont commis des crimes, qu'on soit sûr qu'ils vont arriver jusqu'au bout de leur peine. Je pense que là, ça serait plus rationnel. Mais je sais que justement le politique joue, les problèmes sécuritaires, les contextes dépassent et on essaie de prendre le caractère intimidateur de la loi pénale
pour que l'on puisse peut-être intimider certains. Mais je sais que la RDC reviendra un jour à l'abolitionnisme de la peine de mort. Voilà, Maître Désiré Simbi, président du groupe d'experts pénitentiaires. Parlez-nous un peu de vous à votre niveau. Vous fonctionnez comment pour que vous puissiez résoudre ces problèmes de la surpopulation au niveau de prison de la RDC? Oui, les membres d'abord du groupe d'experts pénitentiaires proviennent de l'administration publique et d'autres des organisations internationales de notre pays. Mais ce sont des personnes quand même qui ont eu la chance d'avoir des formations au niveau national et international en matière pénitentiaire. Et le groupe détient des personnes sur tous les axes. Donc nous avons le système américain, le système français, le système africain, et nous pensons aux standards pour avoir une administration pénitentiaire plus efficace. Et donc, au niveau de notre groupe, chacun dans l'institution où il se trouve, et moi je voudrais parler spécialement de là où j'ai appuyé comme conseiller au niveau de la MONUSCO et avant même dans d'autres organisations, nous essayons justement d'appuyer les institutions établies pour que les conditions soient améliorées en termes de conseils techniques, comment on peut faire, mais aussi nous sommes des formateurs. Le groupe d'experts est constitué de formateurs en matière pénitentiaire et à travers le pays. Donc lorsque vous allez dans toutes les prisons de la RDC, les personnels qui sont là sont passés par les mains des experts pénitentiaires du groupe que nous dirigeons actuellement. Voilà, j'ai retenu 3 points. Vous êtes conseiller à la MONUSCO pour appuyer les institutions et assurer des formations. Et ça évolue comment? Surtout que nous sommes... je ne sais pas s'il faut le dire à l'aube de 2024. Exactement. Ça se passe comment? Exactement. Aujourd'hui, si vous circulez, au moins 80% d'institutions pénitentiaires ou de prisons, vous allez trouver du personnel déjà formé. Et il y a une certaine évolution. Parce que même si on peut décrire aujourd'hui des décès, il y a eu une réduction sensible. Et d'ailleurs, je suivais un directeur qui disait que voilà, dans ma prison, il y a 7 ans qu'il n'y a pas de décès. C'est déjà une amélioration. Deuxième chose, vous allez circuler les infrastructures pénitentiaires. Il y a des prisons qui n'avaient pas de clôture. Aujourd'hui, il y a des clôtures. Il y a des prisons maintenant qui ont des caméras de surveillance à partir de la MONUSCO. La MONUSCO a doté des caméras de surveillance à certaines prisons et des drones même pour surveiller les périmètres sécuritaires. Mais comme nous avons dit, il y a 2 éléments qui résistent. Premier élément, c'est au niveau des effectifs du personnel qu'il faut renforcer, mais aussi en qualité du personnel. Et le deuxième qui résiste, c'est comme nous disons, la surpopulation. Là, ce sont les enjeux et c'est pourquoi la MONUSCO a appuyé encore l'administration pénitentiaire à avoir la loi. Beaucoup de bavures entre prisonniers. Oui, c'est que, comme nous avons dit, c'est le système. Les prisonniers, lorsqu'ils sont là, il faut qu'ils soient gérés par du personnel. Et ce personnel doit être recruté selon les compétences et doit être formé. Donc, voilà un peu ce qui a été fait. Et là, maintenant, c'est l'administration qui doit dire, maintenant, nous encadrons ce personnel pour que ce personnel soit efficace. Voilà, donc il y a aujourd'hui des institutions, là aussi... oui, à l'appui des institutions, aujourd'hui, ici, comme j'ai dit, vous avez vu l'infrastructure, mais aussi vous allez voir au niveau organisationnel. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quoi pour les donner? C'est de leur laisser des outils de travail qui pourront leur permettre. Et le dernier outil, c'était l'appui à l'élaboration de la loi qui vient d'être publiée. Ça, c'est un élément que vous ne trouverez nulle part qu'en RDC, qu'une mission est arrivée à produire une loi de la réforme. Et nous les avons justement appuyés aussi pour élaborer tous les décrets de mise en œuvre. Et si Dieu permet, peut-être, avant que l'on puisse avancer, les textes seront signés. Et nous sommes prêts à appuyer. Il y a aussi des partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler pour qu'après MONUSCO, il n'y ait pas de dégâts, que l'appui continue. Mais comme nous savons, c'est un domaine de souveraineté. Ça doit être déjà prévu au niveau du budget pour que ça soit plus durable. Mais la MONUSCO est mal vue, quelque part, par la population. Oui, la population, lorsque la population est là, lorsqu'on voit une clôture
de la prison, la population n'est pas informée que c'est ça la MONUSCO. Lorsque vous voyez des autorités même voyager au sein des avions de la MONUSCO, il faut aussi savoir que c'est un appui. Et là, je vais vous dire qu'au début de la MONUSCO était souvent lapidée par des populations parce que toutes les opérations, c'était vers le front. Et là, la population disait, non, nous voyons seulement des gens passer devant nous alors que nous sommes pauvres. Alors la MONUSCO a dit, non, nous allons maintenant vers des projets, même des constructions de terrains de basket pour appuyer les communautés. Et créer des champs pénitentiaires. Il faut savoir qu'il y a maintenant des champs pénitentiaires où on peut récolter, comme à Louzoum, comme à Lubero, comme à Beni, il y a des champs pénitentiaires à Bunia, etc. Là, c'est la MONUSCO. Mais là, la population ne voit pas directement. Et là, c'est quoi? C'est l'autorité qui devait donc prendre le pas pour dire, OK, ça, nous appuyons les détenus. Maintenant, allons vers les sociales aussi pour appuyer. Nous pouvons compter aussi sur la MONUSCO pour appuyer l'accélération de la réforme. Mais comme je venais de dire, la réforme pénitentiaire, c'est la MONUSCO. Personne n'a parlé de ça. Ouais. Et je vous dis, depuis 2007. Depuis 2007, l'appui vient toujours. Et l'élaboration de tous les textes de la réforme, c'est la MONUSCO qui a appuyé. Et là, vous allez vérifier. C'est vérifiable, nous pouvons vous donner les éléments. Je pense que vous avez assisté même à certaines conférences qui ont démontré toutes les actions qui ont été faites. Je vais vous dire que plus de 50 prisons, depuis 2012 à nos jours, plus de 50 prisons ont été réhabilitées par la MONUSCO et avec équipement. Voilà, merci pour cet éclairage, Maître Désiré Simbi. Nous avons parlé de votre secteur. Parlons un peu de l'actualité en général. Quelle lecture faites-vous de la République démocratique du Congo après les élections de 2023 et surtout que cette fois-ci, nous avons quand même une première ministre? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une nouveauté en RDC. Je sais d'abord que les élections se sont passées dans le calme et après, vraiment, il n'y a pas eu de conflit trop visible contre tel ou tel autre, mais les élections sont passées et tout le monde a été d'accord avec les élections. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une surprise et c'est là où je me suis dit que peut-être nous allons vers le bonheur. Avec cette intelligence, je crois que le président de la République a réservé une surprise. Là, nous applaudissons vraiment, nous disons merci, Monsieur le Président, parce que depuis l'indépendance, maintenant, on a une femme. Ce n'est pas seulement une femme, mais c'est une personne. C'est-à-dire, il a vu qu'il y a des compétences aussi, en dehors de tous ces grands professeurs que nous avons toujours connus. Le président a tiré aujourd'hui comme une personne qui n'a pas assez un grand CV, mais qui a peut-être une pratique, qui a une personnalité et qui a des compétences à mettre en œuvre. Et c'est là où j'ai dit, ce n'est pas seulement une femme, mais c'est vraiment une personne capable ayant des compétences pour diriger. Et nous espérons que, comme c'est une dame, les femmes, bon, particulièrement, vous avez aussi le cœur de savoir que non, il y a des douleurs à l'Est, il y a des douleurs dans le Congo central, ou bien il y a des douleurs à Maïndombe. Je pense qu'elle pourra peut-être bien conduire le social. Il ne fallait pas un homme stoïque par rapport aux contraintes du pays, surtout à la situation de l'Est de la RDC. Il faut être très sévère. Je pense que, comme on dit, derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Donc je me dis qu'elle a des compétences égales. Comme je dis, les problèmes de la femme, comme nous disons chaque jour, ce n'est pas que la femme va devenir homme ou bien que la femme est plus forte que l'homme, etc. Mais ce que je dis, c'est de donner la chance, l'égalité des chances. Avec des compétences qu'elle a, je pense que nous allons évaluer au cours de son mandat. Et en tirant ces numéros de cette dame, je sais que le président a vérifié son passé. Là où elle est passée, est-ce que le bilan est positif? Et lorsqu'on lit un peu... Au ministère du Plan. Voilà. Lorsqu'on lit d'où elle vient, je me dis, voilà une personne qui est capable de faire une planification. Parce que ce qui manque souvent, c'est la planification. À la fin du mandat, on peut dire, non, voilà, on a fait 10 routes, on a fait 10 fontaines, mais on avait prévu combien? Voilà maintenant, je pense que comme elle vient et que elle est capable donc de gérer un programme. Les pays hibernent, les changements doivent intervenir à tout prix. Exactement. Et un politicien me disait,
en 2011, parce que j'étais candidat député de la ville de Goma, et mon président du parti disait que une autorité, président ou premier ministre, on doit voir ce qu'il fera dans les 100 jours. Okay. Alors, c'est dans les 100 jours. Si on ne voit rien dans 100 jours, on va l'évaluer. C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes plus tard. Voilà. Et c'est là que nous attendons. Merci, Maître Désiré Simbi. Les messages passés en une seconde, un message particulier pour clôturer l'émission. Moi, je pense que le message particulier, c'est de solliciter l'implication toujours du président de la République dans la réforme du système pénitentiaire congolais, parce que le pays sera mesuré dans le respect des droits de l'homme sur la façon dont il traite ses détenus. Voilà. Et c'est là. Voilà, c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source, Maître Désiré Simbi. Merci, nous vous remercions amplement d'avoir répondu à toutes les questions et prévues pour le compte de cette émission. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, Maître Désiré Simbi et expert pénitentiaire. Voilà un peu ça. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion le samedi à 13h heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antena et merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis avec intérêt et attention. Et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.